dans le point lecture. Oui, j'ai lu tout ça. Alors, je suis désolée, mais je suis très handicapée par ma main gauche parce que j'ai une grosse crise d'arthrose. Et que je vais poser tout de suite parce que j'ai très très mal. Je vais tourner 2 vidéos à la suite, donc j'aurai la même tronche et le même mal. Because on nous a annoncé dans le hall que nous allons avoir 15 jours de travaux et je pense qu'ils vont creuser des tunnels. Voilà, je sais pas, ils font sûrement une galerie. Voilà, et des gros travaux très lourds, 7 jours sur 7. Voilà, super. Donc, ça va être un bonheur. Donc, on va enregistrer tout de suite 2 vidéos, comme ça, au moins, je suis sûre que je vais tenir au moins une semaine avec 2 vidéos. Ça fera 2 mercredis. Donc, en gros, une grosse semaine, mais on va espérer qu'ils finissent les travaux. Donc, dans ce point lecture, pour commencer, 9. Alors, on va dire un très gros coup de cœur, un coup de cœur et un mini. Ouais. Bon, moi, alors on commence par. Alors, c'est par ordre de lecture, hein, je le répète. On va essayer de faire court. Voilà, pas sûr. Pas gauche. Gauche. Mais d'habitude, c'est avec la gauche, mais là, je ne peux absolument pas tenir, hein, c'est pas possible. Donc, le premier que j'ai lu, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Donc, c'est chez Point. C'est mes potes de Berlin qui me l'avaient envoyé en me disant. Enfin, eux, ils l'avaient lu, ils avaient beaucoup aimé. Visiblement, ils ont vu le film, ils ont bien aimé. Voilà, ils m'avaient dit peut-être que tu vas aimer, mais on n'est pas sûr, mais on va voir. Voilà, alors je suis pas du tout. Alors on va le dire tout de suite, je suis absolument pas la cible de ce genre de choses. Euh, alors en gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans le Marais, en Caroline, donc aux États-Unis. Qui vit dans une maison très 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 on va dire rudimentaire avec des frères et des sœurs qu'on apprend d'ailleurs que beaucoup de ses frères et sœurs se sont déjà tirés de la famille sans donner de nouvelles, donc il y a vraiment un problème dans la famille déjà, que son père est assez violent, il boit, il s'en va, on ne sait pas où il va, et puis voilà, il y a distinction avec sa maman. Il reste elle, son frère et sa mère, et son père de temps en temps, et puis un jour sa mère se casse un matin sans se retourner sur sa gamine qui a moins de 10 ans, hein, il faut quand même l'avouer. Et son frère, un jour, bah, lui aussi se casse. Donc il laisse la petite dans cette maison, au milieu des marais, avec un père qui est absent, qui revient de temps en temps. Et donc la gamine va se débrouiller. Et on va suivre donc l'itinéraire de Kaya qui est... bah, elle va être obligée de se débrouiller toute seule pour survivre au milieu de ces marées. Elle va apprendre, enfin elle va pêcher, elle va apprendre à ramasser des trucs, aller le vendre à l'épicier du coin. Voilà. Et puis elle va rencontrer avant ses 10 ans un petit gamin du coin qui lui est orphelin de maman mais dont le papa est pêcheur. Ils vont devenir copains et puis évidemment on se doute bien qu'à l'adolescence ils vont devenir un peu plus que copains. Voilà. Et on sait dès la 4e de couverture qu'il y a un garçon qui meurt. Alors c'est pas lui, hein, on vous le dit tout de suite. C'est un autre. Voilà. Donc alors déjà sur la 4e c'est sympa parce que en gros vous comprenez absolument tout ce qui va se passer. Enfin, en tous les cas, moi j'ai tout deviné à un quart. Enfin, allez, ouais, à un bon quart. Voilà. Si je suis honnête, je vais dire un tiers. Mais il me restait 2 tiers à lire. Hein. Et alors là, c'est. Comment vous expliquer? C'est Kaya à la plage, Kaya dans les marais, Kaya est malheureuse, Kaya pêche, Kaya vend, Kaya va à l'école une journée mais elle se fait maltraiter par les autres enfants. Voilà, c'est véritablement, on suit l'itinéraire de ces gosses, mais alors elle a tout ce qui peut arriver. Alors c'est voilà, c'est des vagues entières de choses. Alors elle est malheureuse, elle est toute seule, mais la solitude, ça la gêne pas. Mais finalement, elle aimerait bien être avec quelqu'un. Et puis elle aime ce garçon, lui aussi, mais bon, il va la quitter aussi parce qu'il va aller à l'université. Et puis elle tombe par hasard sur le beau gosse du coin qui trouve qu'elle est quand même assez charmante. Ils ont une relation et un jour on le retrouve en bas d'une tour de guet. Dans les marais, et donc évidemment, vous vous doutez bien qu'on va l'accuser de l'avoir tué, surtout qu'elle avait une relation avec lui, mais surtout comme par hasard, c'est la fille qui est seule dans les marais, qui a une mauvaise réputation, etc. Donc on va aller au procès bien à l'américaine, hein, avec tous les clichés des procès à l'américaine, et comme par hasard, hein, voilà.
il y a Happy End. Alors, il y a une petite révélation à la fin, mais qui est tellement facile à trouver, tellement évidente, que si quelqu'un a été surpris, voilà, alors moi j'ai peut-être un esprit plus, je sais pas, j'en sais rien, peut-être j'ai un esprit d'auteur, hein, peut-être que c'est ça, mais alors il n'est pas ennuyeux le livre, il est facile à lire, il n'est pas difficile, l'écriture est simple, fluide, machin, mais ça n'a pas de saveur. Il n'y a aucune saveur dans ce bouquin. J'ai pas compris, enfin, à part les écrevisses, mais en plus, c'est même pas les vraies écrevisses hein, dont on parle. Donc, voilà. Euh, alors, je vous le dis tout de suite, ne hurlez pas au loup, hein, comme d'habitude, mais je ne suis pas du tout la cible et je me suis. Alors, je peux pas dire que je me suis emmerdée parce que je l'ai lu, mais c'est. Il n'y a pas de, enfin, il y a pas de profondeur, il y a pas, c'est un enfilement de facilité, de clichés tout le long. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on se dit oui, bon, ça va, mais trop, c'est trop, quoi, n'exagère pas non plus. Alors, je veux bien que c'est à la mode actuellement, la fille combattante, badass, qui va y arriver, tout. Enfin, bon, ça va, quoi, il faut arrêter. Enfin, moi, en tous les cas, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, alors, je me suis pas forcée pour le finir, parce que comme je vous dis, c'est bien écrit, c'est fluide et tout, mais il n'y a aucune subtilité. C'est du cliché sur cliché pour moi. Même l'histoire entre les deux gamins qui se développent, machin, on l'a vu 153 fois. L'histoire avec le beau gosse, on l'a vu 153 fois, machin. Enfin, voilà. Et alors, un vrai côté invraisemblance, la fille qui n'a jamais fait d'études devient une grande auteure de nature, enfin elle fait des gros trucs, des livres sur la faune et la flore du Marais, et elle devient docteur honoris causa de l'université. Voilà. Le truc le plus improbable, hein, je dois avouer, parce que je rappelle que pour être docteur honoris causa, à moins d'être immensément célèbre, voilà, vraiment, et elle n'est pas à ce point-là, il faut être un minimum publié dans des revues universitaires et avoir un minimum de recul sur l'université aussi, je pense. Voilà, vous pouvez être... Il y en a hein, des gens, mais c'est des gens célèbres. Hein. Elle est juste connue pour ses livres avec ses jolis dessins. Alors, elle n'a jamais appris, elle n'est pas allée à l'école, elle sait lire, écrire. Alors ça, à la rigueur, hein, n'importe qui peut pas apprendre à lire, mais elle sait dessiner comme personne, elle sait tous les noms latins, les trucs... Enfin, ça, à un moment donné, mettez-la à l'école. Voilà, elle aurait été cursus à l'école, mais que personne ne l'aime. J'aurais dit, ok, ça passe. Là, ça passe pas. Voilà, donc, si vous aimez ce genre de choses, ça va vous plaire. Voilà, si vous aimez ce genre de roman, que la quatrième vous emballe, allez-y, vous allez adorer. Voilà, si vous êtes comme moi, n'y allez pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire. Moi, derrière, il y a écrit un superbe hymne à la nature. Les descriptions ne sont pas suffisamment détaillées pour être un nature writing. C'est soit elle en met pas assez, soit vous savez, j'en mets suffisamment pour faire plaisir, mais c'est pas suffisamment rentré. C'est soit elle prenait l'initiative quand on suivait cette gamine, qu'elle allait devenir une naturaliste et qu'elle allait être reconnue, et à ce niveau-là, on allait profondément dans les trucs, mais on lui donnait pas un fiancé potentiel, un amoureux con, voilà. Enfin, non, non. Bref, après ce truc-là, je me suis dit, de toute façon, tu t'en fous, t'as le prochain Niklas Natoshdag, donc tu t'en fous. Voilà, alors, vous imaginez bien le gros coup de cœur du mois. Je peux pas, cette main, j'y arriverai pas. Je suis désolée, mais là, vraiment, je peux pas. Donc, j'ai lu 1795 de Niklas Natoshdag. Oubliez ce qui est écrit en bas, parce que là, franchement, ça m'a un peu énervé. Voilà, en bandeau, c'est parfait, hein, Sonatine, hein, je vous le dis. Donc merci à Sonatine pour l'envoi, parce que j'ai gagné le concours en décembre. Mais ça, c'est en bandeau, c'est pas incrusté sur la couverture. J'ai rien que Joël Dicker, ça aurait été quelqu'un d'autre, on s'en foutait, mais... Alors, comment expliquer ça? Alors déjà, c'est un gros coup de cœur, je me suis pris une claque monumentale à la fin. Mais une claque émotionnelle, vraiment. Je m'en suis pris plein la tronche. Alors, je peux pas en dire trop, parce que si j'en dis trop, les gens qui n'ont pas lu les deux premiers, bah, ils risquent d'être divulgachés. Et si vous avez lu les deux premiers, vous risquez vous aussi de vous en prendre trop. Voilà, alors on retrouve Cardell et Vinge, Émile. Ah si. Oui, ah bah oui, vous connaissez mon amour sur ces Vinge. On les retrouve quelques temps après, enfin vraiment quelques jours, semaines après l'incendie. Je vous dirai pas de quel incendie il parle, de toute façon c'est pas divulgué quoi que ce soit de dire incendie. Cardell est très mal en point, Vinge est au fond du trou, comme d'hab. Et le méchant, donc,
Ces temps est, on va dire, caché par un groupement, un cercle d'hommes très influents. Et là, on est en pleine période de tension politique très importante à Stockholm, puisque l'intrigue se passe pratiquement qu'à Stockholm. Il y a une extravagance, mais vraiment, honnêtement, voilà. Et en fait, c'est l'assise des jeux politiques, c'est-à-dire que chacun, quand veut mettre un roi sur le trône, sachant que, comme vous le savez, il y a eu la Révolution française et que tout le monde a senti le vent du boulet, et que ça tire un peu dans les royautés encore. Et là, on va vraiment d'escalader. Alors, c'est ni un thriller, ni un policier. Cette fois-ci, c'est véritablement un roman noir, politique, sociétal, un peu psychologique. Alors oui, il y a cette traque de ce type, etc. Il y a toujours le fait que Cardell veut retrouver Anastina qui, elle, a une lettre qui pourrait, on va dire, ruiner, mettre à néant ou ruiner les espoirs de mettre quelqu'un sur le trône. Et on est dans le Stockholm des bas-fonds. Voilà. On parle vraiment des pauvres, des petites gens, des gens qui vivent, qui essayent de survivre véritablement. De la famine, du froid, des conditions déplorables de la vie de Stockholm de cette fin du 18e. Et tout ça avec les personnages qui en prennent plein la gueule. Bon, ils en prenaient déjà plein la gueule depuis le début, mais enfin qui en prennent toujours plein la gueule, qui essayent de se sortir de là plus ou moins, entre, je vous dis, les jeux d'influence, leurs propres problèmes personnels, leurs propres problèmes physiques, parce que je vous dis, ils sont vraiment très très mal en point au début de 1795. Et vous avez aussi tout l'attachement qu'il y a eu au personnage. C'est pour ça que je vous implore, si vous voulez lire, de lire les trois. Voilà, dans l'ordre. Il l'a fait exprès. Et il met un point final, mais magistral, à sa saga. Vraiment, à la fin, c'est... Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah, alors c'est très lent ». Il y a beaucoup de lenteur, mais c'est volontaire. C'est-à-dire qu'on est en hiver, il y a cette pesanteur de la neige, du froid, qui est là. Donc il faut quand même tenir compte du climat, il faut tenir compte des éléments, il faut tenir compte du climat aussi sociétal et politique, qui est très lent, qui est très lourd, qui colle aux semelles. Et alors, surtout, lisez très bien la fin. Ne faites pas, vous savez... Voilà, n'enquillez pas les pages. Il faut vraiment, on va dire, déguster les, on va dire, 50 dernières pages. Parce que il y a des petits éléments, si vous les loupez, parce que vous lisez en diagonale ou trop vite, qui vont vous faire louper quelque chose de pas mal. Vraiment. Il y a des petites choses qu'il a vraiment insérées dans ces paragraphes, où vous prenez des coups de cœur sur des coups de cœur, enfin des coups de cœur, voilà, vous en prenez plein la tronche aussi. Moi j'ai eu le cœur serré à la fin. Et la dernière scène, qui pourrait paraître plus légère, est celle qui vous poignarde, littéralement. Je pense que, à mon avis, voilà, ceux qui ont aimé la saga, les dernières pages vous poignardent la gueule. Vraiment, t'es là, en plein cœur. Alors là, vas-y. Voilà, donc... Toujours l'écriture, toujours hyper bien détaillée, hyper bien montée. Il n'y a rien qui... Alors, je vous dis, oui, il y a peut-être des gens qui diront que c'est trop lent, qu'il n'y a pas d'action, mais c'est pas le but de la série, on n'est pas dans Fast and Furious. Hein. Voilà, alors, même dans des deux autres, il y avait des fois des petites accélérations, mais ça n'a jamais été... Enfin, on n'est pas dans un TGV. Hein. Voilà. Et là, il prend son temps pour fermer les portes, nous donner en fait la fin des personnages et même des gens qu'on a croisés dans le premier, dans le 2, où on se dit tiens, et hop, ils repassent, vous savez, un peu comme des spectres. Vraiment, honnêtement, vraiment un coup de cœur. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais tu n'es pas objectif, tu adores. » Non. Je me suis pris des claques à chaque fois. Même je sais que les gens qui n'ont pas aimé le 94, moi j'ai beaucoup aimé le 94 parce que j'aime cette écriture-là. J'aime cette écriture qui mêle tous les pans de la société, tous les pans historiques. Mais c'est pas un roman historique, c'est pas un roman noir historique, c'est vraiment
un roman, un roman noir, mais qui a tous les aspects sociétal, politique, physique, psychologique. Voilà, il y a tout dedans. Donc vraiment une très très belle fin de saga et un très beau coup de cœur. Troisième livre que j'ai lu, alors je l'avais commencé, mais je l'ai arrêté pour lire 1795. Donc j'ai lu Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. Alors là, on est avec Vadim, qui est à la base un metteur en scène en Russie, à Moscou, et qui va être appelé à un moment, enfin, on va dire au début des années 90, qui va être appelé pour assister un jeune premier dans le monde politique qu'on aimerait bien placer là. Et il va se révéler petit à petit être un spin doctor, donc un homme de l'ombre, un conseiller spécial, une éminence grise, ce qui se fait beaucoup. Et il va être, on va dire, un des conseillers du tsar, qui n'est autre donc cité que Vladimir Poutine. Et on va le suivre dans les méandres, c'est-à-dire avec les jeux d'influence, avec le double jeu. Non seulement de cet homme qui au début est un peu un fonctionnaire basique et gris, mais qui va, avec toute cette machinerie derrière, arriver à implanter un système, une politique, un régime, et qui nous décrit, ce fameux Vadim, nous explique comment il est arrivé là, comment il a surfé au début assez avec les piranhas, mais correctement, et comment il s'est aperçu qu'à un moment donné, il fallait qu'il lâche. Voilà. Alors, c'est un roman, véritablement, il faut connaître quand même l'histoire russe, il faut quand même connaître les spécificités du pouvoir, des pouvoirs politiques russes, de la politique russe depuis un petit moment, depuis carrément Ivan le Terrible, on va dire, mais depuis quelques longues décennies. Parce que ça montre effectivement un pays qui ne plie, mais qui ne rompt jamais. Mais qui a ce problème de servitude depuis Ivan le Terrible, où on leur a inculqué depuis des générations et on va dire des centaines d'années, que la seule façon de se défaire de quelqu'un qui ne nous sied pas, c'est de faire une révolution interne. Donc ils ne font pas de révolution externe, il n'y a jamais personne qui est venu défaire leur pouvoir, c'est toujours le peuple lui-même qui a défait la personne en place, pour installer à sa place quelqu'un qui est plus répressif que ce qu'on reprochait au président. Voilà, donc c'est toujours cette ambivalence. C'est pareil pour les oligarques, c'est très bien, et ce qui est vrai, qui avait été dit, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire le fric que vous voulez, vous pouvez faire des fêtes, des fiestas, des machins, des trucs, avoir des yachts à l'étranger, tant que vous critiquez pas le régime. Voilà. Si tu critiques le régime, quick. Alors, à quick au mieux, hein. Voilà. Bah, Goulag, moins bien déjà, voilà. Donc honnêtement, c'est un livre qui est lu, alors qui se lit comme un roman, bien sûr, mais c'est un livre qui explique le fonctionnement, et alors pas le fonctionnement de l'État, mais le fonctionnement de la population du pays en lui-même. Voilà. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment une belle réflexion sur ce qu'était le pouvoir, alors non seulement en Russie, mais ce qu'était le pouvoir, tout ce qui était les influences, les personnes qui ont cette capacité, alors je parle pas des influenceurs, hein, c'est pas le même niveau, mais qui ont une influence étatique, ces éminences grises ou ces conseillers de l'ombre qui arrivent à façonner quelque chose, à avoir des idées, à distiller, à faire même puisque lui il est metteur en scène, à faire même du spectacle, de mettre en spectacle des choses pour donner une image ou pour influencer quelque chose sur une population complète. Voilà, alors ça ne se passe pas que en Russie, on est bien d'accord. Voilà. Donc le mage du Kremlin, Giuliano da Empoli, franchement, moi j'ai passé du très bon temps. Alors ça aurait pu être un coup de cœur, mais
il manque quelque chose, mais c'est vraiment un très bon livre. Ensuite, je me suis attaquée à un de mes 4 Chopin. Oui, ah bah je sais. Voilà. Donc, le premier Chopin, c'est Cours Nord. Alors, à Cours Nord, on est dans les années 80, avec un jeune garçon qui s'appelle Léo, qui travaille dans une usine, mais dont sa passion c'est le jazz, avec son meilleur ami, ils ont un groupe. Et son papa est un syndicaliste très connu. Et en fait, on annonce la fermeture de l'usine où il travaille, enfin du bloc de l'usine, pour en fait rentabilité. Hein, on est bien d'accord, on coupe pour avoir plus d'argent ailleurs. Et le père décide de faire la grève de la faim, alors que plus ou moins tous ses camarades qui étaient d'accord pour faire grève ne le suivent pas sur ce chemin. Et donc on va suivre le rapport entre le père et le fils, entre ce fils qui ne se reconnaît pas dans la lutte de son père, et ce père qui, pour une raison qu'on apprend, tique un peu sur le fait que son fils veut devenir un musicien. Et c'est vraiment une joute silencieuse entre le père et le fils, même s'ils se parlent, c'est vraiment par c'est phrases courtes, quoi. Voilà. Et ils se parlent de façon détournée à chaque fois, par des fois des tiers. Alors c'est un roman très agréable, enfin c'est du Chopin, hein, donc on est d'accord. Il y a toujours de l'émotion, il y a toujours, c'est toujours ciselé, c'est toujours, il y a toujours ces façons de monter la tension ou l'émotion crescendo, ça c'est typique de chez lui. Et puis il y a effectivement la réflexion sur les années 80, ce qu'étaient les grèves, le syndicalisme, les fermetures d'usines, de mines, etc. Tous ces gens qui ont été balayés sous l'autel de la rentabilité et du profit. Et du capitalisme, on va dire. Enfin, un capitalisme un peu acéré, hein, pas le vrai. Alors moi j'ai bien aimé, alors, vous vous doutez bien, c'est pas un coup de cœur, sinon je rigolais comme un veau. J'ai bien aimé, mais je dois avouer que quelquefois, il y avait des petites choses où il me manquait un tout petit peu plus d'émotion. Alors pas entre les deux personnages, parce qu'à la fin, il y a vraiment quelque chose qui monte. Il y a une scène où vraiment vous vous dites, ouais, là il a réussi à m'attraper. Mais contrairement aux autres Chopin que j'ai pu lire, je ne me suis pas projetée dans l'histoire. Mais ça reste une très bonne facture. Voilà. Mais je me suis pas installée dans l'histoire. Voilà. Pourtant j'ai connu les périodes de grève, etc. Machin, et des piquets de grève et des piquets qu'on casse, où la police jette, etc. Mais voilà, je suis pas rentrée dans l'histoire. Autre livre que j'ai lu, donc, c'est un livre que j'ai lu, alors je les ai lus ensemble, donc je vais faire le deuxième Chopin. Donc ça s'appelle Le Radeau, toujours de Antoine Chopin. Donc là, on est en 1940, avec Louis qui part du Louvre avec un camion rempli, avec des tableaux de maîtres, puisque, comme vous le savez, il y a eu une opération qui a fait que, devant l'avancée des Allemands qui arrivaient à tombeau vers Paris, les gros musées nationaux ont commencé à faire partir par camion entier vers le sud des œuvres majeures de la collection, notamment du Louvre, pour éviter que les Allemands se les approprient. Donc Louis fait partie de ces chauffeurs qui avaient une cargaison. Donc dans son camion, il a notamment le radeau de la Médise. Oui, Jéricho, voilà. Et donc il prend la route, et sur la route, un jour il voit, enfin quelques heures après son départ, il voit une jeune femme sur le bord de la route qui est enceinte, qui marche, donc il la récupère. Au début elle veut pas trop, mais au début il la récupère, il lui dit je vous avance en gros, et ils vont commencer à parler. Et ils vont se découvrir petit à petit. Alors sous un truc, à un moment donné, ils sont obligés de s'arrêter alors qu'on lui a dit surtout ne t'arrête pas, il y a des tableaux trop chiants dedans. Voilà, mais ils sont obligés d'arrêter pour une raison que vous devinez, qu'on vous raconte, je veux pas tout vous gâcher. Et donc ils sont amenés à partager une chambre, ils sont amenés à expliquer. Alors elle explique pourquoi elle était sur les routes voilà. Et lui, au début, il doit pas lui dire, mais voilà, ils sont en confiance, ils se parlent, etc. Et on les retrouve 3 ans après dans un espèce de château Montmazur où on planque
Et les tableaux, ils sont plus seuls, ils sont plusieurs gardiens, etc. Il y a enfin, on va dire, une scène où on explique le tableau du radeau. Et ensuite, on retrouve Sarah en 44. Voilà. Donc, il se passe, c'est par 3 épisodes. Le troisième est très 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 court. Plus émouvant, mais pas autant que j'aurais pensé, vu le développement de l'histoire. La première partie, je l'ai trouvée assez banale, assez plate. J'ai trouvé ça facile. Enfin, facile, c'était évident. Voilà. Il n'y avait rien de surprenant. Et la partie 43, j'ai pas. Enfin, à part l'explication et la sortie du tableau, en gros, exposé sur la pelouse, comme ça, pour qu'il ait un taux d'humidité, hein, parce que vous savez que les tableaux ont des taux d'humidité dans les musées, donc il les sortait pour essayer de les récupérer selon le temps, etc. Celle-là de partie. Alors, à part si vous connaissez pas du tout le tableau de Géricault et que vous voulez avoir plus d'explications, euh, j'ai pas vu le but du truc. Alors, oui, il y a un but, hein, j'ai compris pourquoi il l'avait mis, mais voilà. Et le 44, c'est 2-3 pages. Alors, c'est plus. Il y a plus d'émotions tout de suite, mais comme les 2 premières parties. J'avais pas accroché des masses aux 2 personnages, ni l'un ni l'autre. J'avais plus accroché aux à côté des personnages. Que à la fin, oui, vous avez une petite émotion, mais vous n'avez pas une espèce vous savez, ce truc de vous. Oh, voilà. Chose que j'ai eu dans un autre. Donc, c'est pas mal, mais alors de tous les Chopin que j'ai lus jusqu'à présent, y compris les 2 qui viennent, je dois avouer que c'est celui pour l'instant que j'ai aimé le moins. Voilà. Autre livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Véronique, donc si elle passe par là, coucou. Et merci d'avoir fait la lecture commune avec moi. Donc on a lu L'ours et le rossignol de Katharine Arden. Alors je rappelle, je le dis, hein, je le redis, c'est une relecture pour moi. Je l'avais lu en anglais quand il était sorti. Mais je voulais le relire en français parce que j'avais trouvé qu'il était très... il y avait une grosse poésie, mélancolie dedans. Alors on est en fait en Russie, avec la famille de Vassia, qui sont des seigneurs locaux, enfin voilà. Et ce livre est un espèce de conte avec du folklore russe, des contes, des légendes. Tout ça mélangé avec la vie du peuple, la vie de ces gens à cette époque, de cette période de l'histoire, où les mariages, l'éducation des enfants, etc., se manient avec précaution, et où la forêt, les légendes, les contes, les croyances sont omniprésents. Alors pour moi, il y a 3 personnages qui m'ont vraiment plu, qui m'avaient vraiment plu à la première lecture et qui m'ont toujours plu à la deuxième. C'est Vassia, donc elle, c'est la petite fille qu'on suit du début jusqu'à la fin, qui va passer par plein d'épreuves et de découvertes aussi sur ses pouvoirs, sur le façon, parce qu'elle parle elle parle aux esprits de la maison et de la forêt. Alors il faut connaître le folklore russe et les contes russes, qui fait que chaque chose de la maison a un esprit, a un petit personnage qui peut apparaître si vous êtes réceptif à ce genre de choses. Et donc Vassia, elle, c'est un espèce de garçon manqué, mais elle a un don. Voilà, elle a un don, elle parle avec les animaux, elle arrive à dompter des chevaux, etc. L'autre personnage, alors évidemment il y a son père, sa mère, sa frère et sa soeur et machin, mais il y a un frère qui s'appelle Sacha, qui a vraiment un rôle assez particulier dans l'histoire, mais moi j'aime beaucoup ce personnage. Et il y a ce prêtre qui arrive, Constantin, qui serait un espèce de Raspoutine en moins barré, et en plus bigot. Ah, parce que Raspoutine n'était pas bigot, hein, on est bien d'accord. Ah bah non. Ah bah lui, il est pas du tout... Enfin, lui, bigot, il est même barré. Enfin, vraiment, il est étrange, très 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 étrange comme personnage, très malsain. Vraiment. Mais c'est un personnage qui est intéressant. Voilà. Mais alors, on va découvrir cette histoire-là et de ce fait que cette jeune fille a
un destin. On lui annonce un destin, donc d'où le titre Ours et le rossignol. Je vous laisse deviner qui est l'ours, qui est le rossignol. Mais c'est d'une poésie, c'est véritablement quelque chose où vous tournez les pages et vous êtes dans le tourbillon de leur vie et au milieu de cette culture et de cette ambiance de la Russie, des paysages, des endroits, des lieux, des rivières, des forêts, de ce côté un peu hors du temps. C'est vraiment, j'avais beaucoup aimé, c'est le mini coup de cœur. J'avais beaucoup aimé en anglais, j'ai beaucoup aimé en français. Alors, c'est une saga, donc il y en a deux autres, je ne sais pas les titres, j'aurais pu me renseigner, mais je n'ai pas d'études. Si je les trouve, mais ça m'étonnerait que je le trouve. En plus, en entrée de jeu, elle cite Pushkin, parce que si je me souviens bien, donc du coup j'ai couiné. Oui, oh bah, vous savez, il m'en faut pas beaucoup couiner. Voilà, donc c'est véritablement... alors là, c'est visiblement son premier roman, mais il y en a deux autres. Donc, j'avais pas l'intention de lire tout, mais je pense que au fil de l'eau, alors peut-être pas tout cette année, on va se calmer, mais au fil de là, on va dire cette année et l'année prochaine, j'essayerai de caser un autre tome et un autre, voilà, pour finir ça, parce que c'est vraiment des personnages qui me plaisent beaucoup. Voilà. Et donc... j'ai lu ensuite, et là c'est l'autre coup de cœur, un nouveau Chopin, donc là cette fois-ci écrit à 4 mains avec Hubert Mingarelli, donc c'est chez La Force aux Ours cette fois-ci, pas chez Point, donc ça s'appelle L'incendie. Alors, on est bien d'accord. C'est un roman épistolaire. En fait, c'est deux amis qui reprennent contact par lettre. Au début fort courte, style ça va, tu vas bien? Désolée, je t'ai pas écrit avant. Voilà. Un qui est en Argentine, l'autre qui est à Belgrade, enfin qui est à Belgrade, et qui se sont connus, on le comprend assez vite, pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie. Et on comprend au fil des petites phrases comme ça, distillées, parce que les lettres sont très très courtes, hein. Des fois ça fait même pas une demi-page, ou des fois ça fait 2-3 pages, etc. Ce qui fait 88 pages. Je suis vraiment désolée, mais c'est un enfer, les démarcheurs, là, je suis... Ah, mais ces démarcheurs, c'est l'enfer, quoi. Depuis que je suis arrivée, 7 fois. Et le même numéro, hein, donc à chaque fois, je l'ai pourri. Bon, bref. Pile sur mon coup de cœur. donc, ils vont se parler, ils vont se répondre. Alors, quelquefois, rapidement, quelquefois, ils vont laisser passer quelques jours, quelques semaines entre deux lettres. Et on comprend qu'il s'est passé quelque chose, on va dire, entre eux, parce qu'ils faisaient partie d'un groupe, enfin d'un trio, qu'il s'est passé un événement pendant cette guerre, qu'il s'est passé quelque chose qui les hante. Chacun a une culpabilité qui n'est pas forcément la sienne, et qu'on découvre au fil des pages. On découvre qui fait quoi, qui reproche quoi, qui a quoi, ou quoi à qui, etc. Et qui est pas forcément d'ailleurs la bonne culpabilité. La dernière lettre vous cloue sur place, véritablement. Ce livre m'a fait beaucoup penser à l'émotion intense que j'avais ressentie quand j'avais lu L'Impasse de Chopin. Vraiment. Ce côté... où vous sentez monter quelque chose qui arrive comme une espèce de petite vague, et puis plus en plus grosse la vague, vous voyez, le truc qui va vous prendre, voilà, qui va vous clouer par terre. Donc L'incendie d'Antoine Chopin, et donc de Hubert Mingarelli. Donc c'est chez La Force aux Ours. Si vous aimez, j'ai remué du coup. Ça, ah non, mais les allergies, alors là, je sais pas ce que c'est comme bête, hein, mais je vais crever. Voilà, donc vraiment c'est un coup de cœur. Parce que, je vous dis, c'est vraiment un roman épistolaire. C'est des petites lettres, vous voyez. Quelquefois, il y a enfin, la première lettre, je vais vous montrer. Hein. La première lettre fait ça. Voilà. Donc, c'est véritablement quelque chose qui est d'une intensité rare pour un livre qui fait en gros 88 pages et où vous avez, je pense, 70 pages écrite. Voilà. Autre Chopin, dernier Chopin du mois. Oui, je sais, vous en avez marre déjà.
Le héron de Guernica. Donc, je dis plus Chopin parce que vous en avez marre déjà. Alors là, on est avec Basilio, qui est un jeune garçon qui vit à Guernica, donc en Espagne, qui a une passion pour les hérons. Voilà, et qui dessine les hérons. Voilà, c'est un peu sa came. Autour de lui, il y a un curé qui s'appelle Eusebio. La référence foot, on va vous la passer. Oui, enfin, surtout si vous l'avez pas. Pardon. Il y a une jeune femme qui s'appelle Célestina, dont il est amoureux. Mais lui, sa came, c'est les hérons. Voilà, sa came, c'est les hérons. Et on est en fait en 38, pendant la guerre d'Espagne. Et va arriver un jour, alors qu'il est en repérage pour les hérons, va arriver un jour un événement que tout le monde, enfin que nous, on sait tous, mais eux, ils ne savaient pas à l'époque ce qui allait leur arriver. C'est-à-dire, ils vont voir passer un avion d'abord, qui est visiblement un avion allemand, qui va commencer à bombarder un peu comme ça Guernica, mais peu. Donc déjà, ça fait un choc. Et ensuite va arriver la meute, qui va littéralement plier Guernica sous un déluge de bombes, qui va tuer plus de 1300 personnes et autant de blessés. Et Basilio voit ça, enfin assiste à ça, d'ailleurs il y court à un moment donné. Et comme c'est un artiste, puisqu'il peint, il dessine, etc., sa vision à lui, c'est de dessiner, tout d'un coup, il va dessiner un héron. C'est ce qu'on explique, enfin c'est ce qu'on comprend, il dessine un héron qui représente l'attaque de Guernica. Et on lui indique, son pote curé lui indique qu'en fait il y a un peintre à Paris qui s'appelle Picasso, qui va exposer une peinture qui est en hommage, et représentatif de l'attaque de Guernica, qu'il n'a pas vécu. Il n'est jamais venu sur place, mais il a eu des témoignages et il a fait parler des gens qu'il connaissait. Et donc il va l'exposer au pavillon Espagne dans une exposition universelle d'art à Paris. Et donc on va inciter Basilio à y aller en lui disant vas-y, va lui montrer ton dessin, puisque lui il a fait une peinture énorme sur Guernica, va lui montrer ton dessin, etc., qui est visiblement fort beau. Et donc Basilio va aller à Paris. Et donc nous, le début commence comme ça et il finit comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment Paris, c'est le début et la fin en gros. Au milieu, c'est ce qui s'est passé à Guernica. Et il va se retrouver devant le tableau. Et je vous laisse deviner ce qui se passe derrière. Alors c'est un très joli petit roman. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un joli petit roman. Qui a la force justement de parler d'un événement assez dramatique pour l'Espagne, mais dramatique aussi pour l'Europe. Parce que déjà là c'était un joli prémisse quand même. Si on n'avait pas vu, on l'a vu. Et aussi de l'influence de l'art, du rapport à l'art, de comment on peut interpréter dans un tableau, dans un dessin, dans une œuvre d'art, de l'art en général, n'importe quoi, même le macramé. Comment un artiste peut extérioriser quelque chose ou relater un événement qui n'a pas forcément suivi ou pas forcément connu, mais comment il peut l'interpréter à sa manière, comment il peut en faire une œuvre majeure, ou en tous les cas suffisamment émouvante pour que le spectateur qui lui-même n'a peut-être pas forcément connu ça, puisse devant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Guernica, c'est un monstre, hein, voilà. Mais vous êtes devant, et même si vous n'avez pas vécu ce bombardement de Guernica, les détails qu'il met, la puissance qui se sort de ce tableau vous met véritablement une énorme claque. Vraiment. Si vous avez l'occasion un jour dans votre vie, alors sur les magazines d'art ou les livres d'art, c'est très beau, hein, il est généralement bien reproduit, etc. Si un jour vous avez l'occasion, allez le voir. C'est un... Voilà, tout à l'heure on parlait de la radeau de la Méduse, etc. Allez voir ce genre de truc, quoi. Un jour dans votre vie, payez-vous le luxe
Si vous êtes dans un musée qui expose ce genre de tableau, par exemple l'origine du monde de Courbet, la Verredo de la Méduse, enfin, ce genre de tableaux qui sont des œuvres majeures. Alors après, ça peut être discuté, hein. Je veux bien qu'il y a beaucoup de discussions sur qu'est-ce que c'est majeur, on s'en fout, c'est pas ça. Mais si depuis des décennies, voire des centaines d'années, il y a des gens qui estiment que ces tableaux sont quand même des œuvres majeures, c'est pas pour le plaisir monumental, c'est que c'est des trucs assez fabuleux. Allez les voir. L'émotion qu'on ressent devant un tableau, devant une statue, devant un portique, comme au Louvre, c'est inégalable. Voilà. Donc, et c'est là que l'artiste, vous comprenez que les artistes sont importants parce qu'ils vous font ressentir des émotions ou des événements que vous n'avez pas forcément vous compris ou que vous n'avez pas vécu, mais que vous ressentez à travers ça. Et chacun a sa propre sensibilité, donc vous allez le ressentir beaucoup plus fort ou moins fort, mais vous allez peut-être ressentir quelque chose. Après, si vous vous baladez dans le Louvre et que vous ressentez rien, c'est pas la peine d'aller dans les autres musées, hein, c'est que vous êtes insensible. À l'art. À l'art. Voilà, pas tout le monde est sensible à l'art, pas tout le monde est sensible à la musique, pas tout le monde est sensible au cinéma, pas tout le monde est sensible à la peinture, à l'opéra, à la peinture, aux statues. Il y a des gens qui passent au milieu des statues, on les voit hein, dans les musées, qui passent, on se casse. Voilà, donc chacun a une sensibilité avec l'art, comme avec la lecture, et ben voilà, c'est le truc. Alors après, voilà, je vous dis, c'est pas un coup de cœur parce que c'est pas quelque chose qui fait, mais c'est quelque chose qui fait réfléchir, voilà. Donc le Héron de Guernica, ça a l'intérêt de faire réfléchir un petit peu et peut-être de vous renseigner sur Guernica si vous ne saviez pas ce que c'était. Voilà, Antoine Choplin, dernier Choplin du mois, et 50 ans, un simple de Choplin pour l'instant, peut-être à la fin de l'année, enfin 4 Choplins dans l'année quand même, voilà, j'ai fait tout dans le mois de février, 4 Choplins c'est pas mal, il y en a plein encore, j'ai noté. Il faut qu'on se calme. J'ai vraiment très très mal. Je sais pas si je vais finir le truc tellement j'ai mal. En plus j'ai une deuxième vidéo à filmer, mais la deuxième vidéo je tiens à rien donc on est bon. Et donc dernier, c'est une relecture parce que je l'avais lu, vous savez, dans ces textes d'un côté anglais, d'un côté russe. Du temps où je prenais les cours de russe. Et donc je l'avais lu vraiment quand il était sorti, je sais pas, début des années 90. Enfin moi j'ai dû le lire au entre milieu et la fin des années 90. Donc ça s'appelle Ermite dans la taïga, donc c'est de Vassili Peskov. Et en fait, c'est vraiment une découverte particulière, on va dire. Parce qu'en fait, c'est... alors, ils disent... Enfin, moi, j'ai pas aimé le truc mythe de Robinson, machin. Voilà. Mais voilà, un jour, il y a des géologues, je crois, si je me souviens bien, qui arrivent dans cette région, voilà, qui se baladent, hein, c'est la Altaï, dans une région très reculée, et qui se baladent, et qui vont tomber sur un espèce de hameau avec des gens qui n'ont plus vu la civilisation depuis 1938. En gros, qui se sont coupés du monde, qui vivent en ermite, au milieu de nulle part dans cette immensité de la taïga, et qui vivent dans un village tout à fait, enfin, avec leurs histoires, mais eux, voilà, ils sont vraiment en autarcie complète. Donc il y a cette fameuse Agafia qui est là, que vous voyez, donc avec son mari. Et le fait que... Et Peskov va relater, mais très minutieusement, en fait, comme un journal de bord, sa rencontre avec eux, et tout de suite le fait qu'en fait, ils vont, eux qui étaient coupés du monde, avoir l'accès à la modernité, avoir l'accès à l'information, avoir l'accès au monde moderne, et de choisir en fait de rester, d'être là, et ils ont choisi cet endroit, etc. Alors Agafia est une femme formidable, avec un caractère, une petite jeune femme, avec un caractère incroyable. D'ailleurs, Peskov qui est mort en 2013, si je ne m'abuse, il y a un deuxième livre qui est sorti avant les années 2010, 7, 8, 6, 7, 8, un truc comme ça, qui s'appelle Des nouvelles d'Agafia, qui expliquait qu'elle était toujours vivante et qu'elle vivait toujours dans ce truc, etc. Alors lui il est mort, elle lui a survécu, donc je n'ai pas trouvé de savoir si il y avait quelqu'un d'autre qui avait continué cette, on va dire, cette poursuite
de recherche, de voilà. Et alors c'est une question qui, quand je l'avais lue en anglais, j'avais trouvé ça magnifique. Et moi, je trouve que ce côté solitude volontaire au milieu de la taïga, avec des rites ancestraux, mais avec ce, je sais pas si vous connaissez l'Altaï, mais il y a beaucoup de croyances. Ils croient beaucoup aux chamans, ils croient beaucoup à la puissance de la terre, à la puissance de la lune, des étoiles, enfin toutes ces ouais, tout ce que beaucoup de citadins ont oublié, c'est-à-dire la connexion avec la terre. Voilà, avec le fait de lever les yeux, d'entendre le vent, de comprendre le sens d'un rayon de soleil, d'un nuage, vous savez, enfin je sais pas, ceux qui sont à la campagne, on sent arriver l'orage. Il y a une odeur particulière, il y a quelque chose. Voilà, c'est comme quand vous êtes à la montagne, vous sentez la neige qui va arriver. Il y a un ciel, il y a quelque chose qui voilà. Et donc là, c'est vraiment la découverte d'un monde à part. Voilà, alors ils disent Robinson parce que ça fait vendre et que ça c'est une image, mais c'est véritablement... En fait, c'est l'histoire d'une femme, on va dire, admirable, avec un super gros caractère, mais qui a décidé, qui mène ses troupes et voilà, qui va expliquer comment ils vivent, comment... Alors, bien sûr, ils peuvent expliquer la modernité, mais eux, ça les intéresse pas forcément. Parce que s'ils se sont coupés à partir de 38, c'est pour une raison, on l'apprend, on le comprend, mais voilà, il y a un côté transmission aussi. Et de profiter de la nature et de garder ce que la nature nous a donné sans vouloir absolument toujours lui prendre plus que ce que l'on doit lui prendre. Dans le contexte actuel, c'est pas dégueulasse. Voilà. Donc, ermite dans la taïga. Donc c'est vraiment c'est impressionnant. C'est écrit vraiment minute par minute, on va dire jour par jour. C'est vraiment un journal de bord, absolument. Et il décrit tout le quotidien, la façon dont il prie, la façon dont il aménage, la façon dont il... D'ailleurs, il y a même une photo, il faudrait que je vous montre. Une photo où à un moment donné... on le montre dans un champ de pommes de terre qui avait été d'ailleurs banni à un moment donné par les. Voilà, il y a des choses qui sont bannies par eux parce que c'est pas bien, les pommes de terre c'est pas bien. Voilà, il y a plein de petites croyances incroyables. Ils montrent même il y a un moment, il faudrait que je la trouve la photo, parce qu'il y a une photo de couverts qu'ils utilisent, la famille Linkov. C'est impressionnant. Mais il faudrait que je la trouve, mais je sais pas où elle est. J'aurais dû falloir que je marque. Voilà, voilà c'est la cabane, j'ai trouvé la cabane. Voilà dans quoi ils ont vécu 35 ans. Voilà. Donc c'est vraiment un très très beau itinéraire de vie. Alors je vais essayer de vous les remontrer, mais d'une seule main, parce que là ça va pas être possible, j'ai de plus en plus mal. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai lu au mois de février. Oh, ça marche. euh, J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y en a certains que vous avez lu, sûrement celui-là. Pour certains d'entre vous, si vous avez des livres qui vous ont plu parce que je vous les ai vendus. Alors, je rappelle que mon but n'est pas de vous faire lire, de acheter des livres, mais peut-être de les lire à la médiathèque. Ça me gêne toujours quand vous dites ah je l'ai acheté, machin. Non, il y a une médiathèque, ça existe. Voilà, donc essayez de les trouver à la médiathèque ou pas trop cher, à 50 centimes là chez Emmaüs ou à Joseph Gibert ou je sais pas, il y a des magasins comme ça où Easy Cash, machin. Moi j'ai pas ce genre de choses ici, donc voilà, ça marche pas. Mais enfin, Gibert oui, mais pas Cash, pas ce genre de tout, on n'a pas Nose, tout ça. On ne connaît pas. Voilà, donc si vous les trouvez de façon moins chère, n'hésitez pas. Dites-moi s'il y en a certains vraiment que vous avez vraiment envie de lire. Voilà, il y en a peut-être que vous avez vraiment envie de lire. On passe sous le fait que 1795 est une merveille. Merci beaucoup, Lisa. Voilà. Bon, j'avais promis une vidéo sur les trois. Donc 13, 14, 15, 1700. 13, 95, 94, enfin 94, 95. Je la ferai. Je sais pas si je la ferai ce mois-ci ou je la ferai le mois prochain. Parce que là, le roman est sorti il y a tout juste un mois. Et pas tout le monde l'a lu encore. Et ça m'embête de le faire pour... parce que je vais être obligée de donner
des renseignements sur le premier, le 2. Donc si vous l'avez lu, bah forcément ça vous gênera pas. Mais ceux qui commencent la saga parce qu'ils se disent ah ouais, moi j'aimerais bien la lire. Voilà. Donc je suis en train de me dire que peut-être mi-avril ça serait parfait parce qu'il y aurait déjà des gens qui auraient peut-être commencé le premier tome et donc ça sera beaucoup plus simple. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Le prochain, donc c'est le programme culturel de Lisa. Je le tourne juste après avoir fini celle-ci. Parce que j'ai peur que les travaux commencent. Juste avant, ça a été l'enfer. Et je pense qu'ils sont à la pause café, là. Donc, on va profiter de la pause café. Voilà. À tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure. Non, pas pour vous. À la semaine prochaine pour vous, parce que celle-là... Enfin, bon, vous m'avez compris. Commencez pas à m'embrouiller. Les vieux, ça s'embrouille vite. Surtout quand ça a la main. Non, mais vraiment, je ne peux pas aller plus loin que ça. C'est terrible. Ah, l'arthrose de merde. Je me tape une crise. Saloperie. Ah, vous savez, les vieux, c'est plus ce que c'était. Hein.